Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Politique 360. Voici les titres. Un troisième Français tué dans les attentats de Londres. C'est un lourd tribut que nous payons, a déclaré Emmanuel Macron, le chef de l'État qui promet une nouvelle loi renforçant la sécurité. Elle sera présentée le 21 juin et pourrait faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun. Et dans ce contexte, la Task Force antiterroriste prend forme. Baptisée Centre national du contre-terrorisme, elle sera dirigée par un ancien de la DST. Côté renseignement, les services se réorganisent aussi afin de les décloisonner et d'optimiser leur coordination. On en parle dans un instant. À 4 jours du premier tour des législatives en France, le Parti socialiste pourrait connaître une débâcle historique. Les projections ont le crédit de 20 à 35 sièges. Reportage et analyse dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Politique360. Pour m'accompagner cet après-midi, Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, le Sénat entend en ce moment le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. La Commission de la culture et de l'éducation l'interroge sur les rythmes scolaires, alors qu'elle rend un rapport demain sur cette question controversée. Jérôme Rabier. Opération déminage au Sénat cet après-midi pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il est auditionné sur le sujet brûlant des rythmes scolaires et les élus attendent des réponses. Car après avoir laissé entendre que tout le monde pourrait revenir sur la semaine des 4 jours et demi, le nouveau locataire de la rue de Grenelle doit faire machine arrière devant l'affront des syndicats enseignants ou des fédérations de parents d'élèves. Il se veut désormais rassurant et pragmatique. Le but, c'est ne pas changer là où ça marche, là où tout le monde est content, là où ça fonctionne bien, et là où il peut y avoir quelques difficultés, ouvrir une nouvelle liberté, mais le faire très sereinement, très pragmatiquement, et c'est l'esprit de cette mesure. Il y a encore 15 jours, il déclarait pourtant: entre la semaine d'école sur 4 jours et celle sur 4 jours et demi, aucune étude ne tranche quant à l'impact sur les résultats scolaires. Cela laissait penser qu'il laisserait une liberté totale pour les maires, mais la fronde s'est levée. Même certains élus qui avaient lutté contre la mise en place de cette réforme demandent désormais de ne pas renverser la table. Il faut, je le répète, ne pas déstabiliser ce qui existe aujourd'hui, donner de la liberté, de la souplesse aux collectivités territoriales, et puis celles qui voudraient revenir à la semaine de 4 jours, eh bien que ça ne crée pas des perturbations supplémentaires dont notre école n'a pas besoin. C'est sur la pérennité des financements que les élus veulent maintenant se battre. Le groupe de travail du Sénat sur les rythmes scolaires présentera son rapport détaillé demain matin, après 6 mois de travail. Dans le même temps, le ministre présentera lui son projet de décret, préparé en moins de 3 semaines depuis sa prise de fonction. Et on prend tout de suite la direction de la salle des conférences du Sénat où nous attend Tam Tranui avec votre premier invité ce soir, Tam, le sénateur Les Républicains de la Meuse, Gérard Longuet. Gérard Longuet, vous êtes co-rapporteur sur les travaux menés par les commissions des finances et de l'éducation sur les rythmes scolaires. Quelles sont vos conclusions ? Que la réforme voulue par M. Peillon, qui était dans le programme d'ailleurs de François Hollande de 2012, c'est-à-dire revenir à une semaine de 4 jours et demi, est une bonne réforme, mais qui a été très mal conduite et dont l'impréparation et le caractère bousculé a singulièrement affaibli l'autorité, au point que beaucoup d'élus, pas mal de parents, certains enseignants veulent la remettre en cause. Et la conclusion à laquelle nous aboutissons, c'est qu'il faut surtout ne pas changer, mais en revanche revenir sur les modalités de mise en œuvre qui ne sont pas satisfaisantes. Alors est-ce que vous êtes rassuré quand vous voyez le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui dit oui, on reste sur cette semaine de 4 jours et demi, mais localement, eh bien, il sera possible d'y déroger si ça pose problème ? Je pense que c'est indispensable. Et il faut tirer les leçons de l'expérience. Et la première demande que nous formulons dans le cadre de cette commission d'enquête, c'est de pouvoir comparer pour évaluer
comparer les enfants qui ont suivi 4 jours, les enfants qui ont suivi 4 jours et demi, et voir, évaluer la différence d'assiduité, de résultats scolaires. Car on ne change pas pour changer, on change pour que les enfants apprennent mieux et en profondeur. Comment se fait-il qu'une réforme qui était plutôt consensuelle, on disait que les 4 jours et demi c'était mieux pour le rythme des enfants, le rythme chronobiologique, et puis finalement on arrive à toutes ces difficultés en cascade? Parce que si vous voulez, le diable est dans les détails. 4 jours et demi, mercredi matin ou samedi matin, premier choix. Deuxièmement, que faire des 45 minutes, puisqu'on reste dans les 24 heures hebdomadaires, que faire des 45 minutes qui se dégagent les 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, vendredi, qui sont désormais disponibles. Et beaucoup de parents auraient préféré que ce soit des études surveillées. C'est d'ailleurs ce que Jean-Michel Blanquer a évoqué. C'est en tous les cas ma préférence. C'est mieux que les activités périscolaires d'aujourd'hui? Oui, parce que les activités périscolaires, il y a de tout. Il y a à prendre et il y a à boire et à manger. Selon les communes. C'est de qualité très inégale. Certains parents payent, d'autres ne payent pas. Certains ont de vrais animateurs, d'autres ça ressemble à du bricolage. Et je pense que le soutien scolaire aurait été largement préférable dans un pays où le primaire a un niveau très insuffisant. Est-ce que vous avez des craintes sur le financement par l'État de cette réforme des rythmes scolaires? C'est exactement le problème. Le problème, c'est que l'État a renvoyé aux collectivités locales le financement. C'est une affaire à 800 millions, 1 milliard, selon l'Association des maires de France. L'État paye une partie, mais une partie seulement. Et aujourd'hui, on attend de savoir... Oui, il y a un fonds. Aujourd'hui, on attend de savoir ce que le ministre veut vraiment faire. Mais en laissant la liberté aux collectivités locales, si les élus, les enseignants, les parents se rapprochent, je crois qu'ils choisiront le soutien scolaire pour faire en sorte que les devoirs soient faits à l'école. On se rappelle que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, candidat pendant la campagne, eh bien beaucoup voyaient en tout cas le fonds de l'État s'éteindre en 2019. Oui, mais c'est pas possible. Les collectivités locales, les communes, les intercommunalités n'ont pas les moyens de se substituer à l'État. Les communes ont la vocation à entretenir les locaux, à les mettre à la disposition de l'Éducation nationale, mais le face-à-face avec les élèves, cela relève de l'Éducation nationale. Merci beaucoup Gérard Longuet d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette première réaction. Au lendemain de l'agression d'un policier à Paris, l'Élysée confirme la création d'un centre national du contre-terrorisme. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, il sera dirigé par Pierre de Bousquet de Florian, ancien numéro 1 de la DST. Le mode d'emploi de cette véritable task force avec Nelson Guetten. À l'issue d'un conseil de défense ce matin, l'Élysée a annoncé la création d'un centre national du contre-terrorisme. Cette task force était une promesse du candidat Macron. Elle sera visiblement tenue. Je voudrais sur la task force revenir rapidement sur la stratégie qui a été présentée, je crois, dans le point presse, mais qui est vraiment une stratégie globale d'action, une stratégie de coordination pour mettre en place à la fois ce coordinateur national au sein de la task force, mais aussi pour renforcer toutes nos sources de renseignement. À la tête d'une équipe de 20 personnes, Pierre Bousquet de Florian, l'ancien patron de la direction de la surveillance du territoire. Concrètement, cette cellule sera directement placée sous l'autorité du président et chargée de la liaison des différents services de renseignement. Pour les spécialistes, elle ne sera efficace que si le rôle de chacun est bien défini. Est-ce que les directeurs des services de renseignement, dont beaucoup d'ailleurs vont être nommés prochainement, puisqu'il y a un renouvellement qui est en cours, vont accepter de travailler avec cette structure intermédiaire plutôt que de traiter avec le président de la République en direct? Donc il va y avoir un positionnement de chacun qui va devoir un peu se réagencer. C'est cela qu'il va falloir observer dans les semaines et les mois qui viennent. Cette nouvelle cellule sera disponible 24 heures sur 24, aura un accès direct au chef de l'État pour l'informer en temps réel et disposera d'un délai de moins d'une demi-heure en cas de décision de crise. L'objectif est simple, mutualiser les moyens pour mieux combattre l'État islamique. Au lendemain de l'attaque d'un policier devant Notre-Dame, le gouvernement aurait également rédigé un projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme. Selon le journal Le Monde, presque toutes les mesures de l'état d'urgence vont se retrouver dans le droit commun. Ce projet de loi encore confidentiel devrait être examiné en Conseil des ministres le 21 juin.
Le gouvernement a-t-il un plan caché sur la réforme du Code du travail? Muriel Pénicaud, la ministre, dément, mais les fuites à répétition dans la presse sur des mesures ultra-libérales envisagées par l'exécutif pour réformer le marché du travail sèment le doute et viennent entraver une communication bien huilée sur ce dossier sensible. Héloïse Grégoire. Le gouvernement masque-t-il ses réelles intentions sur la réforme du Code du travail? Depuis lundi, déjà 2 fuites dans la presse. Après Le Parisien, c'est au tour aujourd'hui de Libération. Dans son édition, le journal affirme s'être procuré des documents émanant du ministère du Travail. Le quotidien détaille certaines pistes sur lesquelles l'exécutif se pencherait. Des mesures bien plus libérales qu'annoncées, mais la ministre du Travail dément catégoriquement un plan caché. La seule chose qui vale, c'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est le programme de travail qu'on a remis avec les partenaires sociaux et toutes les concertations qu'on a avec eux. Tout autre document arrivant à n'importe quel moment, et je suis sûre qu'il y en aura d'autres qui arriveront de je ne sais pas quelle source, pour moi, j'ai même pas envie de les commenter, ça n'a pas d'intérêt. Celui-là paraît un petit peu plus officiel que celui du Parisien. Si je vous dis qu'il ne l'est pas, vous me croyez ou pas? Il ne l'est pas. Pour ce communicant, faire fuiter des documents à quelques jours des législatives pourrait être une stratégie politique. La fuite de ces documents constitue un ballon d'essai, c'est-à-dire que la fuite de ces documents est orchestrée et voulue par Emmanuel Macron et son équipe pour mieux tester la réaction des Français, de leurs électeurs, à la veille des élections législatives, c'est important de le prendre en compte, et des partenaires sociaux eux-mêmes dans la négociation et la discussion à venir. Édouard Philippe a réaffirmé hier que les discussions avec les organisations syndicales et patronales seront déterminantes, mais ces nouvelles fuites dans la presse pourraient crisper les négociations avec les organisations syndicales. Et on retrouve tout de suite Tam Tranui pour la réaction de la sénatrice LR Catherine Procaccia. C'est à vous, Tam. Oui, Catherine Procaccia, que pensez-vous d'abord du contexte qui entoure les annonces du gouvernement en matière de droit du travail? Je veux parler de ces fuites dans le Parisien ou encore dans Libération qui laissent penser que des mesures ultra-libérales se préparent. Eh bien, pour moi, il y a 2 approches. Certains qui veulent sabrer le projet du gouvernement avant même que le projet commence vraiment à être discuté. Ou alors des journalistes qui veulent vendre du papier, qui se croient très bien informés et qui sortent un certain nombre de notes. Mais les notes préparatoires de n'importe quel texte de loi, il y en a partout. Ce qui est important, ça sera le texte qui va être présenté. En clair, vous n'y croyez pas. En tout cas, le gouvernement a lui-même démenti. Je ne dis pas que je n'y crois pas, mais je ne pense pas que ce soit le texte. Qu'il y ait des éléments de réflexion dans ces notes qui peuvent éventuellement ressurgir après, oui, mais que ce soit le texte qui va être discuté, non. On parle de mesures quand même très libérales, de pouvoir mettre les causes du licenciement à l'avance dans le contrat de travail. On parle de pouvoir étendre le recours au CDD. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce serait de la flexibilité, effectivement. Je ne crois pas que les syndicats l'accepteront. C'est une des raisons pour lesquelles je me demande si les fuites ne viennent pas effectivement de gens plus proches des syndicats. Ça peut être des pistes qui seraient appréciées parce que, après tout, pourquoi pas mettre dans un contrat de travail que si une personne est, par exemple, systématiquement en retard, ça peut être une cause de licenciement. Moi, j'ai travaillé 33 ans dans une entreprise privée. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes, vous vous posiez les questions, pourquoi on n'avait pas le droit de les licencier, et quand vous en avez une qui a présenté des caractères spécifiques inadaptés à la fonction, vous pourriez bien dire éventuellement, eh bien, il y a une clause de confidentialité que vous n'avez pas, qu'il faut respecter si vous ne la respectez pas, où il y a de la ponctualité, oui, où il y a une attitude, ça peut être des éléments intégrés dans un contrat de travail. Donc vous, personnellement, vous n'êtes pas contre. Est-ce que vous pensez que vous allez voter la loi d'habilitation pour ces ordonnances? Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous? Je ne suis pas contre. Je dirais que tout dépend des éléments. Il ne faut pas laisser non plus la possibilité de mettre n'importe quoi. Elle n'a pas de jupe ou elle n'a pas de pantalon et on peut la licencier. Il y a des éléments que l'on pourrait intégrer qui sont justifiés par la tenue du poste ou tout là, simplement la sécurité, mettre des chaussures de sécurité ou utiliser tous les appareils qui doivent protéger le salarié. S'il ne le fait pas et s'il ne le fait pas régulièrement, après c'est l'entreprise qui est en jeu. Donc on pourrait mettre un certain nombre d'éléments, mais on ne pourrait pas mettre n'importe quoi. Et sur les ordonnances qui ont l'air de se préparer, on parle de la barémisation des indemnités prud'homales, des accords de branche, des accords d'entreprise, etc.
moi, je ne suis pas opposée. Je veux regarder ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai été le rapporteur de la loi Rebsamen avec des ordonnances, donc rien de nouveau. On est habitué à avoir des ordonnances avec les gouvernements socialistes qui ont précédé. Il y a certains éléments d'ordonnance, justement, où j'avais, moi, remodifié le contexte de l'ordonnance ou précisé les ordonnances de telle sorte que ça aille dans le bon sens. Donc les ordonnances, si on va plus vite et que ça va dans le bon sens, pourquoi pas. Mais moi j'attends de voir, je ne suis pas Saint Thomas, mais j'attends de voir ce qu'il y a dedans. Effectivement, on attend la fin de l'été. Merci beaucoup Catherine Procaccia d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Tam. Reporté mais pas abandonné, Édouard Philippe a décalé d'1 an l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Une réforme très critiquée par le patronat. Mais le Premier ministre l'assure, cette mesure préparée sous le quinquennat de François Hollande sera bien appliquée au 1er janvier 2019. Les explications, Aurélien Romano. Motif officiel du report, le Premier ministre veut réaliser un audit du dispositif de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et réaliser des tests auprès d'entreprises volontaires. Le prélèvement à la source devait intervenir dès le 1er janvier 2018. Le reporter d'1 an permet au gouvernement de ménager les contribuables au moment où plusieurs mesures promises par Emmanuel Macron vont être mises en place, et notamment celle de la suppression des cotisations chômage et maladie pour les salariés. L'impact sera plus visible sur la fiche de paye. Dans un moment où on va, je crois, simplifier, où on va améliorer le pouvoir d'achat des salariés et dans le même temps redonner un peu de complexité momentanée aux employeurs, n'en rajoutons pas. Le report de la mesure permet aussi de ménager le patronat au moment où le gouvernement s'apprête à négocier la réforme du droit du travail. Au Sénat, le rapporteur de la Commission des finances n'a de cesse de pointer les difficultés pour les entreprises de ce prélèvement à la source. C'est un système qui est plus complexe, je le dis clairement, que le système actuel, qui donne plus lieu à plus de régularisation, qui est plus complexe pour le contribuable et plus complexe pour les entreprises et qui met fin au lien qui était unique entre le contribuable et l'administration fiscale. Là, on introduit un tiers, qui est l'entreprise ou l'employeur, avec à la fois des débats sur le salaire net, mais également de la complexité. Cette réforme fiscale qui permet de mieux adapter le montant versé au trésor public aux revenus effectifs des salariés n'est pas abandonnée pour autant. Cette version actuelle, voulue par le précédent gouvernement, ne sera pas pour autant la version qui sera mise en place en 2019. Ce mécanisme a été tenté par plusieurs gouvernements. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il est appliqué dans de nombreux pays voisins. Ça peut être une bonne réforme. Ce qu'avait fait le gouvernement socialiste, c'était une très mauvaise réforme. Faire applaudir par la droite le report d'une réforme voulue par François Hollande, c'est un autre avantage politique de cette décision d'Édouard Philippe. Et on retrouve Tam Tranui avec le sénateur socialiste François Marc pour une réaction à ce report de cette réforme, je le rappelais, qui a été votée sous le quinquennat de François Hollande. Oui, François Marc, comment accueillez-vous la décision du gouvernement de reporter d'1 an l'application de la réforme sur le prélèvement à la source de janvier 2018, donc à janvier 2019 a priori? Bonjour, je crois que c'est un signe inquiétant parce que c'est un gouvernement qui veut rénover, réformer profondément et le prélèvement à la source est un système novateur qui facilitait la vie des gens. La France était prête à cette réforme. On sait qu'il y avait eu de nombreuses réticences, notamment de la part du patronat qui estimait que les entreprises endossaient cette tâche administrative. Il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'on était prêt pour mettre en œuvre l'année prochaine? Je pense que oui. Le ministre Christian Eckert s'est prononcé plusieurs fois sur ce sujet. Nous avons auditionné à la Commission des finances ce ministre plusieurs fois ces derniers temps. Et je crois que nous aurions été prêts, tout à fait prêts. Et l'administration avait travaillé d'arrache-pied. Donc je crois que sur cette question-là, il n'y a pas photo. Il y a une capacité, je pense, à mettre en œuvre. Maintenant, est-ce qu'il y a des oppositions et des résistances? Oui. Notamment des entreprises. Et les entreprises, certaines d'entre elles en tout cas, ont manifesté leur réticence forte puisque elles estiment qu'on va leur demander des tâches supplémentaires. En réalité,
C'est quelque chose qui se fait partout dans le monde. Souvent, on nous dit il faut que les entreprises françaises ne soient pas plus pénalisées qu'ailleurs sur le plan fiscal. Enfin, c'est un discours qu'on a entendu maintes fois de la part du MEDEF. Eh bien, ici, il s'agit de faire comme ailleurs. C'est-à-dire que tous les pays du monde, presque aujourd'hui, pratiquent le prélèvement à la source. Même en Colombie, on vient de me dire ça tout à l'heure, on pratique le prélèvement à la source. Bon, donc les entreprises sont malvenues de dire que c'est un dispositif qui va les pénaliser par rapport à leurs concurrentes étrangères. C'est pas vrai. Il y a des arrière-pensées politiques avec ce report. On peut aussi penser qu'Emmanuel Macron, le gouvernement, veut que les salariés, à la fin du mois de janvier 2018, voient sur leur fiche de paye la baisse des cotisations salariales, l'une des mesures phares annoncées par Emmanuel Macron. Ça peut être, je pense, un argument qui, quelque part, est recevable, qu'il y ait volonté du gouvernement de rendre sa politique lisible, de rendre lisibles les mesures qu'il prend. On peut comprendre cela. Mais le fait de reporter une réforme fondamentale sur laquelle on a déjà investi 50 millions d'euros pour la mettre en œuvre, alors qu'aujourd'hui tout le monde est prêt et que ça facilite la vie courante de tout un chacun, c'est tout de même regrettable. Vous croyez que ce soit un report définitif ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté de tenir compte d'une façon assez accentuée de la position du MEDEF et des entreprises. Donc, si on s'en tient à cet argument-là, il est clair que le prélèvement à la source ne verra jamais le jour, puisque les entreprises ne vont pas changer d'avis du jour au lendemain. Si elles sont réticentes et si elles ne veulent pas mettre en œuvre, pas plus demain qu'aujourd'hui. Une dernière question, François-Marc. Vous le disiez, la Commission des finances avait mené des travaux sur ce sujet. Je me rappelle que lors des auditions, certains syndicats de l'administration fiscale estimaient que c'était aussi l'occasion d'une vraie remise à plat de la fiscalité française et qu'ils trouvaient que c'était tout de même un petit peu une réforme à minima. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit toujours quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Et en l'occurrence, on nous dit ici, c'est pas une réforme suffisante, elle est à minima, elle a tel ou tel petit défaut. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est une réforme globale. Il faudrait le grand soir fiscal, il faudrait la grande réforme. Mais personne ne sait dire comment on va la faire, cette grande réforme. Or, ici, le prélèvement à la source, c'est le préalable nécessaire à toute grande réforme fiscale. Donc avancer sur le prélèvement à la source, c'est aussi se rendre capable de faire des réformes plus importantes par la suite. Et c'est ça aujourd'hui qui est malheureusement remis en question. Merci beaucoup François-Marc d'avoir répondu à nos questions. Merci Tam. C'est une élection que Theresa May ne pouvait pas perdre. Et pourtant, au fil du temps, ce scrutin législatif a pris des airs de Paris hasardeux pour une dame de fer peut-être trop sûre d'elle, déstabilisée par les attentats de Manchester et de Londres qui ont remis la question de la sécurité au cœur du débat, redonnant espoir au camp travailliste. Marie Brémaud. Ultime moment de campagne, dernier meeting pour tenter de convaincre. Elle se voyait déjà victorieuse, la première ministre britannique. Chef de file des conservateurs, elle a perdu de son assurance. Elle qui pourtant a voulu ces élections législatives anticipées. Affaiblie par les attentats de Manchester et de Londres, Theresa May tente de se défendre. Entre 2010 et 2016, elle était ministre de l'Intérieur et a supprimé 20 000 postes dans les effectifs de police. Des suppressions vivement critiquées aujourd'hui. Attaquée, la chef du gouvernement riposte. Dans cette élection, il y a un leader qui a fait l'ambition de sa vie de se débarrasser de la force de dissuasion nucléaire et celui qui s'est engagé à la garder. Un leader qui s'est vanté de s'opposer à chaque loi antiterroriste et celui qui a été chargé de les faire adopter. L'adversaire, c'est Jeremy Corbyn. Le chef du Labour était donné archibattu, raillé par la presse, critiqué en interne. Il a quasiment rattrapé les 20 points de son retard dans les sondages et se fait de plus en plus offensif. L'état dans lequel les conservateurs ont laissé notre système de santé publique, les écoles de nos enfants et tout, sauf positif et stable. Au cours des 7 dernières années, ils ont affamé les services publics parce qu'à chaque fois, les conservateurs ont choisi de faire des cadeaux fiscaux à certains au détriment des services publics pour la majorité. Experts et sondages prédisent toujours une victoire, certes moins confortable, mais une victoire tout de même pour Theresa May. Mais aux dernières législatives et plus récemment sur le Brexit, il s'était lourdement trompé.
Et on ouvre ce premier débat consacré aux enjeux des législatives outre-Manche avec mes invités sur ce plateau. Pauline Schnapper, bonsoir. Vous êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à l'université Paris 3. Merci d'être avec nous. Yves Bertoncini est également sur ce plateau. Bonsoir. Directeur de l'Institut Jacques Delors. J'accueille également Evan O'Connell. Bonsoir. Vous êtes membre du Parti travailliste britannique à Paris. Et enfin, Olivier de France. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, c'est l'Institut de relations internationales et stratégiques. Première question pour vous, Pauline Schnapper, puisqu'on a vu cette campagne pour les législatives suspendue 2 fois à cause des attentats. Quel peut être, selon vous, l'impact sur le scrutin de demain ? Ça, c'est très difficile à dire. Dans le premier cas, à Manchester, on n'a pas vu d'impact direct. Il y a eu plus de réactions après le second attentat de ce week-end à Londres. Pour la première fois, à la fois Theresa May et l'opposition travailliste ont essayé d'utiliser l'attentat, alors que jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais été le cas. Alors Theresa May pour dire, j'allais dire classiquement, pour protéger le pays, il faut que je sois à la tête du pays, vous pouvez compter sur moi, etc. Et Jeremy Corbyn et le Parti travailliste en général pour attaquer Theresa May, ancienne ministre de l'Intérieur, qui a réduit, comme on l'a dit dans le reportage, les effectifs de la police. Et aussi parce qu'on s'est rendu compte depuis 24 heures que 2 des 3 terroristes de Londres étaient passés à travers les mailles du filet, c'est-à-dire avaient été quand même repérés, signalés au service de renseignement qui n'avaient rien fait. Donc il y a là, pour la première fois, une attaque personnelle, si je puis dire, contre le gouvernement. Maintenant, est-ce que ça aura vraiment un impact sur les résultats des élections ? Je serais bien incapable de vous le dire, j'en doute un petit peu. Yves Bertoncini, vous pensez que ça peut avoir une incidence sur le vote, ces attentats ? Les derniers attentats qui ont eu une incidence sur des élections, c'était en Espagne 2004, mais c'est parce que M. Aznar avait mal géré, si je puis dire, les attentats de Madrid en les attribuant à tort à l'ETA. Et il semble que là, dans la dernière ligne droite, ça a fait basculer les choses pour les socialistes de José Luis Zapatero. Moi, je dirais, en regardant ça de l'extérieur, que si ça peut avoir une incidence, c'est peut-être pas négatif d'ailleurs au fond pour Theresa May, parce qu'elle était ministre de l'Intérieur et qu'au fond, elle va surjouer, on l'a entendu dans votre reportage, l'idée que la femme d'ordre, c'est elle, et qu'en face d'elle, il y a quelqu'un qui, certes, marque des points sur les enjeux économiques, sociaux, certes, pointe les coupes dans les secteurs publics, y compris la police, mais qui n'est peut-être pas très outillé pour faire face à la menace terroriste islamiste. Et donc, si ça devait avoir une incidence, je dirais que ça serait celle-ci. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue européen, il serait utile que cette élection débouche sur un résultat clair. C'est d'ailleurs pour ça que Theresa May les avait convoquées, ces élections, de manière anticipée, parce que d'abord, elle a besoin d'une légitimité forte qu'elle n'a pas. C'est un Premier ministre de circonstance. Les Britanniques n'avaient pas voté pour elle, alors ils vont le faire demain. Et puis je crois qu'elle voulait à la fois une majorité plus large pour moins défendre de sa base eurosceptique, et puis un horizon devant elle pour négocier le Brexit, puisqu'elle aurait eu 4 ou 5 ans devant elle pour négocier le Brexit à l'horizon 2019 et puis peut-être négocier des phases de transition. Du point de vue bruxellois, parisien, berlinois, on regarde cette élection en se disant, sans prendre parti, qu'il faudrait au moins qu'en débouche une majorité claire et stable pour le Royaume-Uni et pour les négociations. On va venir sur cette question du Brexit dans un instant, si vous voulez bien. Mais autre réaction avec vous, Evan O'Connell. Ça a été rappelé effectivement sur cet aspect. Theresa May est ministre de l'Intérieur, ça a été rappelé. Elle a beaucoup fait de coupes budgétaires. Cette image de cette austérité, elle avait été un petit peu oubliée par les Britanniques, selon vous ? Je pense que le climat politique n'était pas mûr en 2015 pour une campagne contre l'austérité menée par Ed Miliband, qui était à l'époque le chef de l'opposition et leader du Parti travailliste. Nous verrons si ce message anti-austérité, 2 ans plus tard, suite à encore plus de coupes, suite aux premiers petits impacts du Brexit, sur par exemple le pouvoir d'achat, si ça aura eu un impact et si ce discours sera plus écouté aujourd'hui ou pas. Les sondages, je pense qu'on peut dire clairement que l'écart entre les différents sondeurs est tellement large qu'on ne sait pas où se situe l'opinion publique aujourd'hui. Nous sommes relativement confiants, vu les dynamiques que l'on a vues et vu aussi le changement assez radical dans la perception
des Britanniques vis-à-vis des deux candidats au poste suprême. C'est-à-dire Theresa May qui passe d'une image de dame de fer à une image de girouette, un peu. Jeremy Corbyn qui, face à quelqu'un de très austère, passe de plus en plus pour quelqu'un de chaleureux, de plus crédible qu'il y a un an, par exemple. On a vu l'écart se resserrer entre Theresa May et Jeremy Corbyn sur la préférence des Britanniques au niveau de qui ils voulaient en tant que Premier ministre. Donc je pense qu'il y a un changement positif en faveur des travaillistes. Nous verrons demain si le basculement a été assez important pour permettre aux travaillistes de gagner du terrain. Ouais. Olivier de Francrec, ça a été rappelé, Theresa May se retrouve attaquée sur son autorité, sa rigueur, finalement sa détermination à défendre les Britanniques. Est-ce que vous diriez que son image est un peu écornée, abîmée aujourd'hui ? En fait, à mon avis, le problème est surtout qu'elle a fondé son argument de campagne sur cette image d'un leadership à la fois stable et ferme. C'est son grand message de campagne. Ça rappelle un peu le take back control du référendum sur le Brexit. Là, son argument de vente, c'était je suis un leader stable et je suis un leader ferme. L'ennui, c'est qu'elle s'est elle-même ouverte en fait à la critique de la part de ses opposants, dans la mesure où on peut quand même rappeler que Theresa May était en faveur du Remain, elle est désormais en faveur du Brexit. On peut quand même rappeler, donc, ça l'a été dans le reportage, qu'elle a fait 20 000 coupes dans les effectifs des policiers. 20 000 postes ont été supprimés et elle a baissé le budget de la police de 20% entre 2010 et 2016, date à laquelle elle était ministre de l'Intérieur. Elle est forte de dire il faut que les choses changent, sauf qu'elle avait 6 ans aussi pour les faire changer. Elle a changé d'avis, par exemple, sur le manifeste des conservateurs, sur les questions de sécurité sociale, etc. Et donc, en fait, elle a fondé son argument de campagne sur quelque chose qui est éminemment critiquable par ses opposants. Donc il est aisé pour le Parti travailliste, par exemple, d'enfoncer un coin dans cette image d'autorité, de leadership stable et ferme qu'elle projette, ce qui est tout à fait problématique dans la mesure où, dans une négociation pour le Brexit avec l'Union européenne, c'était un argument de vente porteur, puisqu'on a besoin de quelqu'un qui va défendre son bout de gras à Bruxelles. Or, si on élit quelqu'un qui est en fait une girouette, en quoi peut-on être certain qu'il protège les intérêts britanniques ? Pauline Schnapper, justement, c'est vrai qu'elle a du coup tenté, on l'a vu Theresa May, de ramener le débat sur ce thème de prédilection et de cibler son adversaire et sa faiblesse supposée, celle de Corbyn, dans les négociations à venir sur le Brexit. Ça commence le 19 juin. Est-ce que vous pensez qu'elle est parvenue à ramener la campagne sur ce terrain ? Non, pas du tout. Je suis d'ailleurs pas totalement convaincue qu'elle voulait vraiment ramener la campagne sur ce terrain. C'est-à-dire, ce qu'elle voulait, c'était projeter, on vient de le dire, cette image de leadership, mais en même temps, elle n'est jamais entrée dans le détail, ni de ce qu'elle allait négocier, tenter d'obtenir à Bruxelles, ni de la façon dont elle allait s'y prendre, ni elle n'a rien dit non plus sur l'avenir du Royaume-Uni hors Europe. Donc, il s'agissait simplement de rassurer l'électorat, alors l'électorat qui avait voté pour le Brexit bien sûr, un peu aussi dans une moindre mesure l'électorat qui avait voté pour rester dans l'Union européenne, mais à aucun moment dans cette campagne il n'y a eu vraiment de discussion de fond sur ce qui allait se passer et sur les problèmes qu'allait poser le Brexit. On est resté dans une espèce d'image formidable où tout allait bien se passer et où grâce au leadership de Theresa May, elle obtiendrait un accord absolument dans l'intérêt du Royaume-Uni. Mais on est littéralement resté à ce niveau-là du débat. Et ça, il faut dire aussi que ça a arrangé plutôt les travaillistes de ne pas entrer non plus dans le détail, puisqu'il faut bien dire que les travaillistes sont dans une position extrêmement difficile sur la question du Brexit depuis le référendum, à la fois parce qu'ils sont divisés. Corbyn était en principe plutôt pour rester, mais tellement mollement, il a fait une campagne tellement molle qu'on sait bien qu'au fond, il n'est pas du tout pro-européen. Les députés travaillistes sont pro-européens, mais pas tout l'électorat. Donc ils sont dans une position très délicate. Il y a beaucoup de députés travaillistes qui sont élus dans des circonscriptions où les électeurs ont voté majoritairement pour sortir de l'Union européenne. Donc quelle position défendre au Parlement, c'est très difficile pour eux. Et donc leur tactique, bien simple, a été simplement de ne pas en parler pendant cette campagne, puisque ils savaient que ça n'allait rien leur apporter
en termes de voix. Ouais. Yves Bertoncini, ensuite je vous donnerai la parole. Sur justement... sur la faiblesse de Theresa May, moi, personnellement, j'ai jamais tellement communié sur cette idée que c'était la nouvelle Margaret Thatcher, parce qu'au fond, encore une fois, c'est un Premier ministre de circonstance qui est là, faute de combattants, à la suite d'une décision historique, référendaire. Très différente. Et elle était contre, d'ailleurs, cette décision. Bon, donc elle est dans une situation difficile. Je pense que d'ailleurs, dans la campagne, une chose qui s'est peut-être vue un peu, en tout cas ça s'est beaucoup vu hors du Royaume-Uni, c'est qu'elle n'a pas osé critiquer Donald Trump quand il a décidé de sortir de l'accord sur le climat. Ça, c'est quand même pas très simple, parce que ça dénote cette faiblesse de quelqu'un qui va devoir négocier d'autres accords ensuite, y compris avec les États-Unis d'Amérique, puisque le Graal, ça serait ces nouveaux accords de libre-échange une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union européenne. Juste pour nuancer tout de même, elle avait commencé à être un peu plus précise lors d'un discours il y a 2 mois environ sur sa stratégie pour le Brexit. Donc oui, Global Britain, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais elle avait quand même mis dans cette déclaration des éléments de compromis possibles. Je prends seulement un exemple, quand elle disait Brexit means Brexit, oui, on va donc sortir, mais le lendemain matin, en fait, on continuera à appliquer les normes européennes tout de même. Nous ne les déciderons plus, mais on continuera à les appliquer tout de même, parce que c'est dans l'intérêt de nos investisseurs et de notre économie. Donc elle avait commencé, si vous voulez, à amorcer un peu la descente vers la piste d'atterrissage. C'est d'ailleurs bien dans cet esprit qu'elle a convoqué ces élections anticipées pour se donner des marges de manœuvre. D'abord en temps, n'oublions pas, parce que si elle est élue, là, elle aura 4 ou 5 ans devant elle. Donc évidemment qu'elle négociera le Brexit à l'horizon 2019. Est-ce qu'elle sera en position de force? Ça, c'est le scrutin qui le dira, Yves Bertoncini, du point de vue intérieur, elle sera en position renforcée. Si elle a une majorité large. Vous la placez à combien, cette majorité? Il faudrait que... Mais au début, les premières projections, c'était une majorité avec 50, 60, 80 sièges d'avance. L'écart se réduit. Il la libérait des backbenchers Tories les plus eurosceptiques, quasiment europhobes d'ailleurs. Là, elle l'aura sans doute pas. En revanche, sur le niveau européen, le fait qu'elle croit être en position de force, là, est une illusion dont j'espère que nos amis britanniques vont parvenir à se délivrer au moment où ils vont rentrer dans le cœur des négociations, parce que la réalité est plus prosaïque. Les Britanniques se sont engagés dans une tragédie shakespearienne et ils risquent d'en sortir assez lourdement perdants s'ils ne sont pas un peu plus pragmatiques. En cas de victoire de Jeremy Corbyn, quelle serait, lui, sa conception, justement, de ce Brexit à négocier? Je pense que de toute façon, ce qu'on doit dire tout d'abord, c'est que le Brexit est un fait accompli. Et c'est quelque chose qu'a reconnu Jeremy Corbyn lui-même. Il ne va pas revenir sur cette décision. Ce qui importe, c'est la définition de la future relation avec l'Union européenne. Jeremy Corbyn a déjà commencé à préciser sa vision du Brexit en ce qui concerne, par exemple, le droit du travail et le droit de séjour des citoyens européens futurs étrangers sur les territoires britanniques, c'est-à-dire un régime beaucoup plus ouvert que ce que prévoit Theresa May. Il a également rappelé que pour lui, même si évidemment il fallait certains contrôles sur l'immigration, les liens économiques étaient largement plus importants que des questions de principe sur la libre circulation des Européens. Donc je pense qu'on a commencé à avoir une vision du Brexit beaucoup plus proche, enfin un Royaume-Uni beaucoup plus proche de l'Union européenne que le Royaume-Uni qui serait dirigé par Theresa May, surtout au lendemain du Brexit, donc en 2019. Pauline Schnapper, ensuite juste un petit mot là-dessus. Moi, il ne me semble pas que Corbyn ait vraiment levé les ambiguïtés de son parti sur la question du Brexit, parce que, par exemple, il dit qu'il s'il était au pouvoir, il voudrait rester dans le marché unique, tout en disant que, bien sûr, puisqu'on sort de l'Union européenne, il va falloir fermer les frontières. Et on sait bien que la libre circulation des personnes est une condition du maintien dans le marché unique. Donc cette ambiguïté-là demeure entière. Il n'a pas dit comment ça pourrait se faire. Olivier de France, que va-t-il se passer si Theresa May n'est pas portée par un mandat populaire très écrasant quand vont débuter justement ces négociations à Bruxelles sur le Brexit ?
Il y a quand même une hypothèse qu'on n'a pas évoquée, c'est que Theresa May gagne les élections, mais que le Parlement soit sans majorité, qu'elle soit obligée en fait de construire des compromis avec les libéraux-démocrates ou avec les Écossais qui sont deux partis quand même pro-européens. Alors, quel peut être le résultat de tout ça? On peut imaginer que le Brexit dur, dont elle a dessiné les contours lors de son discours de Lancaster House du 17 janvier, peut être contourné à la marge, c'est-à-dire sur les questions de l'union douanière, sur la question de la libre circulation des personnes, sur la question de la Cour européenne de justice. Peut-être que dans une position où Theresa May est obligée de faire des compromis sur le plan domestique, elle rentrera en négociation avec l'Union européenne, prête à faire ou, disons, elle sera obligée finalement de faire ces compromis-là, puisqu'elle s'est liée les mains sur le plan domestique. C'est vrai qu'on a parlé des conséquences lourdes sur la politique intérieure si elle n'a pas de majorité. Et justement, on dit qu'elle pourrait être à la merci des Brexiteurs les plus extrêmes, Pauline Schnapper. Oui, je ne suis pas sûre que ça fasse une très grosse différence, honnêtement. Les différences au sein du parti conservateur sont des nuances, vraiment, parce qu'aujourd'hui, même ceux qui étaient à l'origine pour le maintien dans l'Union européenne se sont ralliés à la cause du Brexit. Il y a ce discours maintenant général sur tout ira bien une fois qu'on sera sorti. Je ne suis pas sûre vraiment que la pression qui serait imposée à Theresa May lui porte préjudice à Bruxelles. À la limite, on pourrait presque imaginer une situation où, au contraire, elle pourrait jouer de cette pression intérieure pour obtenir un compromis plus favorable de la part de ses interlocuteurs. Donc, voilà, pour l'instant, ça me paraît difficile vraiment d'extrapoler sur la différence que pourrait faire cette majorité. Alors, je nuancerai un peu parce que si l'on voit les profils des possibles futurs députés conservateurs en cas de progression du Parti conservateur, ils sont presque unanimement des très fervents pro-Brexit. Donc plutôt de l'aile droite du parti. Donc je pense que honnêtement que Theresa May ait 330 sièges comme aujourd'hui, il faut 326 pour une majorité, ou 400, ça ne changerait finalement pas grand-chose. Je ne suis pas d'accord par contre sur la pression que pourrait avoir cette frange très eurosceptique, plus eurosceptique que le reste du parti, sur Theresa May. Je pense qu'il y a un certain nombre de promesses faites par Theresa May, notamment sur la Cour européenne, sur la libre circulation, sur lesquelles elle pourra difficilement revenir dessus, que sa majorité soit large ou petite. Non, mais je suis bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'elle va être de toute façon soumise à cette pression. Et c'est pas, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas 10 députés de plus ou de moins qui changeront. C'est ça que je voulais dire. Yves Bertoncini. Mais croire que ça va l'aider à Bruxelles, et encore une fois à Paris, à Berlin, à Varsovie, à Madrid, est un peu optimiste. Parce que actuellement, des personnages comme David Davis sont des repoussoirs. Hein. C'est le ministre qui s'est chargé de ces négociations. Boris Johnson ne conquiert pas les foules quand il va dans les chancelleries diplomatiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et donc je dirais que la question n'est pas de savoir s'il y aura un Brexit ou pas. Il y aura un Brexit, bien sûr, mais quelle forme de Brexit? Quelle forme de Brexit? Et si on regarde, bon, il y a des conditions du divorce, hein, bon. Mais après, le nouveau partenariat, il y a des statuts assez accommodants. Le statut suisse amélioré, hein, bien sûr. Ça sera un statut sur mesure à la britannique. Mais le statut suisse, sans cour de justice, avec un accès au marché unique pas complet, avec une forme de contrôle sur la libre circulation des personnes, il est accessible. Mais pour ça, il faut des concessions réciproques. C'est quand même une négociation asymétrique, ne l'oublions pas. Si on veut faire la métaphore du divorce, même si c'était un divorce à tort partagé et à coût partagé, les Britanniques en prendraient 50% pour eux, tandis que les 50 autres % seraient partagés par 27 pays. Ça fait quand même moins mal. Et donc, où ça risque de faire mal si les concessions ne sont pas faites, au-delà des rodomontades de campagne, c'est quand même avant tout au Royaume-Uni. Et comme tu l'as dit, c'est déjà visible. Il y a déjà, alors que le Brexit n'a pas eu lieu, il y a déjà des signes avant-coureurs. Donc, il me semble, j'espère, que ça amènera les Britanniques un peu
a la raison d'ici que les négociations s'engagent et surtout d'ici qu'elles se dénouent. Justement, le Sénat s'est intéressé, notamment la Commission des finances, sur les conséquences de ce Brexit sur les places financières, notamment parisiennes. Je vous propose d'écouter le rapporteur général du budget ici, le sénateur Albéric de Montgolfier, qui répondait à notre journaliste cet après-midi. Ma conviction, c'est que si on adapte notre législation et notre réglementation à un coût qui est finalement assez faible, on devrait pouvoir regagner de la compétitivité. Ce qui nous est reproché, c'est le fait que notre fiscalité soit instable. On revienne en permanence sur des décisions qui ont été prises. Donc il faudrait offrir un cadre fiscal stable. Il y a aussi de l'adaptation de notre législation, parce que le gouvernement ne peut être que sensible à ce qui va renforcer la place de Paris. Je vous rappelle qu'on est une place importante, on a des sièges sociaux, on est une place mondiale. Il n'y a que 3 villes qui peuvent avoir cette capacité d'accueillir des sièges sociaux, des sièges de banque, des activités de marché importantes. C'est New York, Londres et Paris, c'est 3 capitales mondiales. Olivier de France, on vient d'entendre le sénateur qui s'inquiète quand même sur les conséquences aussi sur les places financières parisiennes. Et c'est vrai que ça a été rappelé, cette campagne pour les législatives n'aura pas apporté vraiment de réponse à ce que veut faire Theresa May sur les liens financiers, juridiques du Royaume-Uni post-Brexit avec le continent. Qu'en pensez-vous ? Non, mais depuis le départ, en fait, le moment de clarification, presque le seul a été le discours de Lancaster House de Theresa May. Et après, sous couvert de dire on ne veut pas mettre nos cartes sur la table, donc on ne va pas clarifier nos positions avant la négociation. Effectivement, elle n'a pas dit grand-chose. La seule chose, à mon avis, dont on soit certain, et là je suis d'accord avec vous, c'est que ça va être perdant-perdant. Ça va être perdant-perdant et je pense que le Royaume-Uni va perdre davantage que l'Union européenne. Ça, c'est pour moi la seule certitude. Sur l'aspect finance, il y a un point. D'ailleurs, le négociateur en chef européen, Michel Barnier, l'a dit plusieurs fois. Il faut absolument qu'il y ait un divorce à l'amiable et un futur partenariat solide parce que, effectivement, pour la stabilité financière de toute la zone euro, la City joue un rôle très important. Il ne peut pas y avoir un divorce brutal pour cette raison de stabilité financière. Donc ça rend les Européens accommodants. Mais à l'inverse, il y a des intérêts financiers sur le continent, consistant à vouloir rapatrier certains des intérêts et des activités de la City, qui à Paris, qui à Dublin peut-être, ça c'est pas le continent, qui aux Pays-Bas ou à Francfort, qui vont tendre les négociations, parce que ce sont quand même des négociations dans lesquelles il y a des intérêts industriels, financiers qui sont en jeu. Et donc les Britanniques là ont un point, bien sûr. De la même façon que dans la lutte contre le terrorisme, évidemment, qui doivent rester des partenaires très importants, qu'ils soient ou pas dans l'Union européenne. Simplement, ça dépendra de la manière dont ils abordent les négociations. Et quand, par exemple, Theresa May avait dit « Eh bien, si on n'est pas gentil avec nous pour la gestion du Brexit, eh bien, nous ne coopérerons plus dans la lutte contre le terrorisme. » Elle racontait, comment vous dire, quelque chose qui est farfelu et naturellement qui a été vu à Bruxelles et à Berlin et ailleurs comme une tentative d'intimidation un tout petit peu infantile. Et en tout cas, c'était contre-productif. Evan Connell, très rapidement pour conclure, vous souhaitiez ajouter ? Je souhaitais tout simplement ajouter que ces négociations, si l'on trouve en fin de compte un accord à l'amiable, ça va prendre des années. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que même un accord à la Suisse, par exemple, qui serait un très bon accord pour les Britanniques, qui permettrait aux Britanniques d'avoir peut-être pas tout ce qu'ils veulent, mais une bonne partie de ce qu'ils veulent. Ce genre d'accord, les Suisses ont mis des années à le construire et ils l'ont construit tout en se rapprochant de l'Union européenne. L'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, a également mis bien des années, bien plus de 2 ans. Et donc, je pense qu'à un moment, et c'est là surtout où je ferai d'énormes reproches à Theresa May, il faut à un moment être honnête avec le peuple britannique.
Eh bien, merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau et on suivra attentivement le scrutin de demain. On en vient maintenant aux législatives en France, car dans cette bataille, les socialistes se préparent à subir une déroute historique. Ils pourraient obtenir 20 à 30 sièges seulement selon les projections. Pris en tenaille entre les mouvements d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon, les candidats du PS sont sur la sellette. C'est le cas dans le Val-de-Marne, dans la 9e circonscription, où se présente d'ailleurs le sénateur Luc Carvounas. Signe de la fébrilité ambiance, il n'a pas souhaité être suivi par nos journalistes. Reportage de Cécile Sixou avec Héloïse Grégoire. Une infirmière à l'Assemblée nationale qui connaît bien la vie, qui défendra tous les citoyens. Bernadette Hérault, la candidate LR, est ici en terre de mission. Dans la 9e circonscription du Val-de-Marne, on vote à gauche depuis 30 ans. Que vous savez pour qui vous allez voter? Je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon. Vous allez voter pour Bernadette? Oui, d'accord. Mais bon, mon premier choix, c'était sur lui. Oui. Et bien maintenant, vous êtes peut-être très sympa. Oui. Je pense que je vais voter pour vous. Pour imprimer sa marque, depuis 8 mois, cette infirmière est sur le terrain à la rencontre des électeurs. J'entends des gens qui disent qu'ils vont voter En Marche, j'entends des gens qui disent qu'il va les plumer, j'entends des gens qui disent « Ah non, surtout pas En Marche », et j'entends des gens qui disent « Je voterai pour vous ». Bataille des partis, guerre des affiches. Face à elle, Luc Carvounas, le candidat socialiste, ne souhaitait pas être suivi par une caméra pour rencontrer les électeurs. Le sénateur-maire de la circonscription était bien placé, mais après la débâcle du PS au présidentiel, les cartes sont rebattues. Et dans sa ville, à Alfortville, la candidate En Marche, Gaëlle Marceau, qui fait ses premiers pas en politique, est confiante. Je suis ravie de l'accueil qu'on a eu. Effectivement, on est vraiment juste à côté de la mairie. Et ce qui est bien, c'est que dans le discours qu'on peut avoir, même si les commerçants reconnaissent le travail du maire, ils sont prêts demain à faire confiance à une jeune femme de la société civile et alfortvillaise. Ce jour-là, elle brave la pluie pour rencontrer les commerçants avec un discours bien rodé. Je suis Gaëlle Marceau, j'habite à Alfortville et je me présente dans la 9e circonscription du Val-de-Marne. Je soutiens effectivement le commerce de proximité qui est vraiment très important à Alfortville. Vous savez que selon le statut, on n'a pas la même par exemple durée du congé maternité et demain il sera revalorisé sur le régime le plus haut. La candidate de 27 ans, issue de la société civile, aurait pu passer à côté de l'investiture. Mais finalement, à la dernière minute, le comité d'En Marche a choisi de la placer face à Luc Carvounas, qui n'a pas voulu rallier la majorité présidentielle. Madame Lachaud-Martine de la France Insoumise. L'autre candidate sérieuse, c'est elle. La candidate France Insoumise, Martine Lachaud, participe ce jour-là à un speed dating sur l'écologie. La voiture individuelle, c'est aussi quelque chose qui va prendre du temps. Et on est plutôt, il y a aussi la possibilité de donner des aides pour l'achat des véhicules électriques ou essayer de faire cette transition. Elle veut surfer sur la dynamique Jean-Luc Mélenchon et mettre fin au règne socialiste dans la circonscription. Jean-Luc Mélenchon a fait 31-30% sur notre circonscription. Ce serait un peu dommage de ne pas arriver à conforter ce résultat. Au total, ils sont 15 candidats à se présenter dans cette circonscription. Alain Bergogneau, historien spécialiste de la gauche, est notre invité ce soir. Il répond aux questions de Saveria Rojek dans le face-à-face. C'est tout de suite. Bonjour Alain Bergogneau. Bonjour. Alors on vient de voir dans ce reportage les difficultés des candidats socialistes en campagne. Est-ce que le PS joue sa survie dans cette campagne, joue son existence même ? Oui, d'une certaine manière. De toute façon, il y a un parti socialiste qui n'est plus, donc il faudra de toute manière restructurer ce parti. Donc c'est vraiment une question d'existence qui se joue, on peut le dire comme ça. Est-ce que vous pensez que le Parti socialiste sera en mesure de créer un groupe à l'Assemblée nationale en privé? Même Jean-Christophe Cambadélis ne cache plus ses doutes, c'est-à-dire d'atteindre le seuil de 15 députés. Là, je crois que oui. Là, le seuil de 15 députés sera atteint. Après, la question est de savoir le nombre exact. Mais personne ne peut aujourd'hui le dire parce qu'il y a des moyennes nationales de projection. Et puis après, il y a les circonscriptions avec leurs particularités. Mais qu'il y ait un groupe, oui.
Alors justement, vous en parlez, le dernier sondage ne crédite le parti et ses alliés que de 20 à 35 sièges. Contre 284 aujourd'hui. En 1993, dans le creux de la vague, le PS avait obtenu 57 députés. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à la fin d'un cycle, le cycle d'Épinay? Il y a longtemps que le cycle d'Épinay est fini. Et on peut dire depuis les années 80, avec le tournant dit de la rigueur, François Mitterrand, mais les apparences étaient maintenues, mais le cycle d'Épinay, en réalité, n'existait plus à partir du moment où l'union de la gauche n'était plus telle qu'elle. Mais la grande différence, il faut faire attention, on est dans une situation neuve aujourd'hui, c'est pas 1993. Parce que 1993, c'était une défaite électorale. Et dans un système qui restait fondamentalement droite-gauche, malgré la présence d'un Front National, mais qui était entre 10 et 15%, ce qui n'est pas la même chose. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans un nouveau système politique. Donc c'est une crise réelle, mais qui se pose dans des termes neufs, et donc il va falloir faire preuve d'invention. C'est-à-dire que c'est une mort politique, ce n'est pas une défaite électorale? Non, c'est une défaite électorale, mais ce n'est pas non plus une mort politique, mais nous sommes dans un nouveau système politique aujourd'hui, qui n'est plus le même qu'en 1993, puisqu'il n'est plus structuré uniquement par l'axe droite-gauche. Aujourd'hui, ce système a éclaté, il y a une extrême droite, il y a une droite divisée, il y a une gauche de la gauche, et puis il y a ce grand parti centriste, à la fois droite et gauche. Donc on est dans un paysage politique nouveau, et c'est ça qui va poser évidemment les problèmes de fond au Parti socialiste. Alors certains candidats socialistes sont en grande difficulté, beaucoup de candidats socialistes sont en grande difficulté dans cette campagne, mais il y a des défaites qui pourraient être, qui seraient hautement symboliques. Je pense par exemple à Jean-Christophe Cambadélis dans le 19e arrondissement de Paris. Quelles seraient les conséquences politiques justement d'une défaite du patron du PS aujourd'hui? Aujourd'hui, le problème de fond, c'est la défaite de tous. Donc c'est bon, évidemment, il y a des circonscriptions plus en vue que d'autres de ce point de vue, et celle du premier secrétaire est évidemment plus en vue, mais le problème est un problème collectif en réalité. Donc il faudrait se garder, même si c'est facile, de tout faire porter la responsabilité sur un premier secrétaire qui a fait ce qu'il a pu dans une situation déjà fortement dégradée en 2016. On voit des images de la campagne. En campagne, justement, comment répondre au désarroi des électeurs de gauche, des électeurs qui sont parfois complètement déboussolés. Quand on regarde par exemple la situation à Évry, Benoît Hamon soutient le candidat communiste contre Manuel Valls, ou encore à Paris, il soutient Caroline Dehaze contre Myriam El Khomri. Comment les électeurs socialistes, quand ils voient ce genre de situation, peuvent ne pas se sentir perdus? Quel discours doivent leur tenir les candidats du PS? Écoutez, là, j'aurais tendance à dire évidemment que ça crée une désorientation. Mais dans le fond, il faudrait qu'ils pensent à ce que disait Jean Jaurès, lorsque dans une situation, quand la situation est difficile, je pense à l'humanité. C'est-à-dire qu'il faut élever mais c'est pas facile. Vous pensez que Benoît Hamon, soutient le candidat communiste, je parle pas de Benoît Hamon. Je parle pas de Benoît Hamon. Soutient l'humanité. Je parle pas ni de Benoît Hamon ni de Manuel Valls, mais je veux dire que. Mais ce ne sont que des cas particuliers. Je veux dire que les électeurs socialistes doivent essayer de se représenter ce qu'a apporté le Parti socialiste dans la vie politique française et dans l'histoire française. Et c'est donc qu'il faut penser plus haut. Il y a les errances et les errements du présent, mais il y a aussi un passé, et c'est à partir de ce passé qu'il faut construire un avenir. C'est difficile. C'est difficile pour un électeur de dire on vote pour le passé. Mais non, parce que c'est tout ce qu'a apporté ce parti en termes notamment de réforme sociale, mais pas seulement, qu'il faut prendre en considération. Il y a une crise du présent, mais il ne faut pas rester uniquement le nez sur le présent. Voilà, c'est un conseil, mais je vous concède que ce n'est pas facile. Alors justement, quelle est la bonne stratégie, j'allais dire, pour les socialistes aujourd'hui? Est-ce qu'il vaut mieux s'opposer frontalement à Emmanuel Macron, ou bien à l'inverse, faire partie de cette majorité présidentielle et porter la voix de la gauche, mais au sein de la nouvelle majorité présidentielle? J'aurais tendance à dire... Quelle est la bonne stratégie? Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que le Parti socialiste est un parti qui a gouverné, qui sort du gouvernement, donc c'est un parti de gouvernement. Donc une opposition de principe n'aurait pas grand sens et elle ne serait pas crédible. Donc il faut avoir une autonomie
politique et avec une autonomie au sein de la majorité présidentielle. Non, avec il faut autonome, c'est être autonome, ça veut dire ce que ça veut dire. Okay. Mais c'est une autonomie qui est intelligemment critique et qui appuie ce qu'il faut appuyer, d'autant que dans une grande partie, pour l'instant, de ce qu'annonce Emmanuel Macron et son gouvernement, il y a quand même de la continuité, ne serait-ce qu'en matière de sécurité, ne serait-ce qu'en matière de réforme sociale, etc. Il y a quand même une certaine forme de continuité. Donc une opposition qui serait qu'une opposition ne serait pas crédible pour l'opinion française. Le Parti socialiste doit rester un parti de gouvernement à vocation de gouvernement et donc il doit avoir une critique intelligente et vigilante. Alain Margogneau, on parle depuis tout à l'heure de la mort du Parti socialiste. De quoi le PS est-il mort? Est-ce qu'il est mort des errements de François Hollande, des attaques des frondeurs, de la campagne de Benoît Hamon? Alors d'abord, il y a une crise très profonde. Mais comme disait Mark Twain, l'annonce de sa mort est un peu prématurée. Il y a toujours des socialistes. Et à partir du moment où il y a des socialistes, il peut y avoir un parti socialiste. Donc il faut quand même partir de ça. Et ensuite, si vous voulez, pour répondre à votre question, là, par exemple, une image littéraire, tout le monde a en mémoire ce livre d'Agatha Christie, qui est Le crime de l'Orient Express, et le détective, Hercule Poirot, je ne me compare pas avec Hercule Poirot évidemment, découvre à la fin que tous les passagers sont coupables. Alors simplement, il y en a qui sont plus coupables que d'autres. Il y en a qui ont porté les coups, d'autres ont été complices, et d'autres se sont tus. Si j'entends bien, les frondeurs, François Hollande, mais il faudra faire cet inventaire. Jean-Christophe Cambadélis. Il faudra faire cet inventaire sérieusement, mais quand il y a une crise de cette ampleur, elle est évidemment collective. Justement, de façon plus générale, que paye le Parti socialiste aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment son incapacité, son refus de se réinventer en grand parti social-démocrate comme l'ont fait nos voisins européens? Alors, bon, ça dépend ce qu'on a, évidemment, comme on définit social-démocrate. C'est pas le social-libéralisme, c'est autre chose, c'est un équilibre. Mais je crois que oui. Moi, personnellement, j'ai toujours, depuis assez longtemps, dans mes publications, défendu cette thèse. Autrement dit, est-ce que le PS aurait dû devenir En Marche? Non, parce qu'En Marche, c'est autre chose. C'est et droite et gauche. Donc la rénovation de la social-démocratie, c'est pas la même chose que faire un conglomérat de droite et de gauche et donner le pouvoir à un Premier ministre de droite. Donc c'est quand même différent. Mais c'est vrai que le Parti socialiste n'a pas été assez audacieux, assez courageux dans la mue politique qu'il fallait faire. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui en France, pour vous, un espace politique pour le socialisme? Je crois qu'il y a un espace politique pour un socialisme évidemment de nature social-démocrate, un socialisme de gouvernement européen, mais comme je vous l'ai dit tout au début, on est dans un nouveau système politique et les recettes du passé ne serviront pas. Donc il faut construire une place nouvelle et vraisemblablement cela prendra du temps. Alors précisément, est-ce que ce n'est pas ça la plus grande menace aujourd'hui pour le PS, de ne plus représenter une option politique pour ses électeurs? Justement, c'est tout son travail, c'est d'essayer de faire l'inventaire, de définir quelle est son utilité dans la société française. Et je pense que ce que porte le Parti socialiste, qui n'a pas porté avec assez d'audace, comme je le disais, correspond à une réalité politique et à une nécessité politique que ne représentent ni Mélenchon, ni Macron. Et donc, il y a un espace. Mais encore faut-il savoir l'occuper. Et qui pourrait incarner justement, qui pourrait être la figure de ce renouveau du PS? Est-ce que c'est Benoît Hamon? Est-ce que c'est la nouvelle génération, Najat Vallaud-Belkacem, Matthias Forcément, un leader, ça ne se décrète pas. Un leader, il se construit lui-même. Et Emmanuel Macron a montré ce que c'était que la construction d'un leadership. Et donc, il viendra le temps où, au sein de la nouvelle génération du Parti socialiste, quelqu'un se détachera. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a 2 semaines, Martine Aubry a fait ses quelques confidences à l'issue d'une réunion publique. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait dans ma vie est abîmé, cassé. Tout ce en quoi j'ai cru. Est-ce que Martine Aubry a raison? C'est un sentiment qu'un grand nombre partage.
Ensuite, et comme je le disais tout à l'heure dans ma comparaison avec le crime de l'Orient Express, on pourrait appeler le crime de Solferino pour pousser l'image. On parle de constat. Et le constat, elle a raison. En partie, c'est quand même une grande déception. Ensuite, elle a aussi ses responsabilités, comme d'autres. Alain Bergogneau, vous qui avez consacré votre vie entière non, heureusement. Une très grande partie de votre vie professionnelle au Parti socialiste. Si vous deviez choisir un seul qualificatif face au spectacle actuel, ça serait lequel ? Un seul qualificatif, quand même triste. C'est plutôt la tristesse qui domine, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir relier le passé à un avenir. Donc il ne faut pas s'enfermer simplement dans la crise du présent. Très bien. Merci beaucoup. Merci Alain Bergogneau. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain Bergogneau, merci Saveria. Il est 19h03, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Un troisième Français tué dans les attentats de Londres. C'est un lourd tribut que nous payons, a déclaré Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui promet une nouvelle loi renforçant la sécurité. Elle sera présentée le 21 juin et pourrait faire entrer l'état d'urgence dans le droit commun. Et dans ce contexte, la task force antiterroriste prend forme, baptisée Centre national du contre-terrorisme. Elle sera dirigée par un ancien de la DST. Côté renseignement, les services se réorganisent aussi afin de les décloisonner et d'optimiser leur coordination. On en parle dans un instant. Audition au Sénat de Jean-Michel Blanquer, nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il était entendu cet après-midi sur la question des rythmes scolaires, alors que les sénateurs rendent demain un rapport sur ce dossier particulièrement sensible pour les élus. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à cette émission, le hashtag politique360. Au lendemain de l'agression d'un policier à Paris, l'Élysée confirme la création d'un centre national du contre-terrorisme. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il sera dirigé par Pierre de Bousquet de Florian, ancien numéro 1 de la DST. Le mode d'emploi de cette véritable task force avec Nelson Géten. À l'issue d'un conseil de défense ce matin, l'Élysée a annoncé la création d'un centre national du contre-terrorisme. Cette task force était une promesse du candidat Macron. Elle sera visiblement tenue. Je voudrais sur la task force revenir rapidement sur la stratégie qui a été présentée, je crois, dans le point presse, mais qui est vraiment une stratégie globale d'action, une stratégie de coordination, pour mettre en place à la fois ce coordinateur national au sein de la task force, mais aussi pour renforcer toutes nos sources de renseignement. À la tête d'une équipe de 20 personnes, Pierre Bousquet de Florian, l'ancien patron de la direction de la surveillance du territoire. Concrètement, cette cellule sera directement placée sous l'autorité du président et chargée de la liaison des différents services de renseignement. Pour les spécialistes, elle ne sera efficace que si le rôle de chacun est bien défini. Est-ce que les directeurs des services de renseignement, dont beaucoup d'ailleurs vont être nommés prochainement, puisqu'il y a un renouvellement qui est en cours, vont accepter de travailler avec cette structure intermédiaire plutôt que de traiter avec le président de la République en direct? Donc il va y avoir un positionnement de chacun qui va devoir un peu se réagencer, et c'est cela qu'il va falloir observer dans les semaines et les mois qui viennent. Cette nouvelle cellule sera disponible 24 heures sur 24, aura un accès direct au chef de l'État pour l'informer en temps réel, et disposera d'un délai de moins d'une demi-heure en cas de décision de crise. L'objectif est simple, mutualiser les moyens pour mieux combattre l'État islamique. Au lendemain de l'attaque d'un policier devant Notre-Dame, le gouvernement aurait également rédigé un projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme. Selon le journal Le Monde, presque toutes les mesures de l'état d'urgence vont se retrouver dans le droit commun. Ce projet de loi encore confidentiel devrait être examiné en Conseil des ministres le 21 juin. Et on ouvre tout de suite le second débat de Politique 360 avec mes invités sur ce plateau. Alain Richard, bonsoir, sénateur socialiste du Val d'Oise. Vous êtes ancien ministre de la Défense, merci d'être avec nous. Christian Cambon est également sur ce plateau, bonsoir. Sénateur LR du Val-de-Marne, vous êtes vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Régis Le Sommier est également avec nous, bonsoir. Directeur adjoint de Paris Match, auteur de Daesh, l'histoire aux éditions La Martinière, merci d'être avec nous. Et j'accueille enfin Driss Ait Youssef, bonsoir. Vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste des questions de défense. Alain Richard, première question pour vous. On voit cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui se met en place, cette véritable task force, un peu percutée par l'actualité hier avec cette agression d'un policier à Notre-Dame. Est-ce que vous pensez que cette task force, on a défini un petit peu les contours aujourd'hui, c'est la réponse appropriée à la lutte contre le terrorisme? C'est un outil qui surtout réorganise notre exécutif en réalité.
puisque l'ensemble des services de renseignement et de ceux qui préparent les actions sont déjà sous les ordres d'autorités politiques. Et la règle traditionnelle de notre Constitution, c'est que l'administration, et ça comporte tous les services, est aux ordres du gouvernement. Bien. Notre système s'est modifié. Le rôle du président, ça date notamment du quinquennat de Nicolas Sarkozy, s'est rapproché, disons, de la conduite des services. Le président Macron a réfléchi à ces sujets-là de longue date, ça je le sais. Et donc sa conclusion est que le pilotage de la remontée des informations et des instructions à donner aux services doit être directement à l'Élysée. C'était un sujet qui était très discuté. Ça a au moins le mérite, si vous voulez. Mais vous, qu'en pensez-vous? Vous êtes pour justement ce pilotage par l'Élysée de ces services? Je crois qu'on est Enfin, je suis à l'écoute. Bon, j'ai un préjugé favorable, je n'ai pas besoin de le dissimuler. C'est un changement important parce qu'il y a déjà des lieux de coordination et de remontée des instructions et des informations qui sont ailleurs, donc ça va entraîner des déplacements. Du point de vue de la loyauté des gens, est-ce qu'ils sont d'accord pour ce système? Je suis convaincu que c'est ce qui va se produire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de résistance, il n'y aura pas de freinage en disant ça nous embête de devoir rendre compte à cette cellule à l'Élysée. Par contre, puisque quand même une grande partie des enjeux sont des enjeux de sécurité intérieure, jusqu'à présent tout le monde était bien d'accord que le président de la République était le supérieur direct de la défense. À travers ça, il se transforme aussi un peu en supérieur direct du système de sécurité intérieure. Christian Cambon, quel regard portez-vous sur ce centre national du contre-terrorisme? C'est comme ça que ça va s'appeler. Est-ce que ça va permettre notamment d'améliorer la coordination en matière de renseignement? On sait que c'est ce qui a pu pêcher par le passé. Écoutez, déjà sur le principe, c'est une bonne décision, au sens où déjà c'est une promesse de campagne qui est tenue. Deuxièmement, hélas, l'actualité montre plus que jamais la nécessité de resserrer les forces qui vont lutter contre le terrorisme, et notamment le terrorisme intérieur. Donc, de principe, je pense que c'est une bonne décision. J'allais presque dire, on va voir à l'expérience les résultats, l'amélioration de ces résultats, car il faut bien comprendre aussi que de nombreuses structures existaient précédemment. Il y avait le coordonnateur national du renseignement, il y a ce conseil de défense, il y a une multiplicité de services du renseignement intérieur, services extérieurs, Tracfin, DGSE. Voilà, il y a une multitude d'organismes. Et en fait, je pense que là où des éléments de réponse sont apportés, c'est la nécessité affirmée au plus haut niveau de faire travailler tous ces gens ensemble. Ils sont, comme le ministre le rappelait il y a un instant, naturellement bien orienté avec beaucoup de bonne volonté, mais on sait d'expérience aussi, on l'a vu que dans d'autres pays, notamment ce qui vient de se passer en Angleterre, où un exemple montre que quelqu'un avait été identifié par un service et ça s'était un peu perdu dans la nature. Donc il y a la nécessité de faire travailler tous ces gens ensemble autour d'une plateforme où les décisions peuvent être prises. Mais il ne faut pas que cette structure se superpose aux autres, faute de quoi on paralyserait en quelque sorte les initiatives des uns et des autres. C'est bien l'enjeu, justement, Régis Le Sommier. Que peut apporter cette nouvelle structure? Ça a été évoqué, on a déjà une multitude de services dédiés au renseignement et à la lutte contre le terrorisme. Voilà, et on espère justement que la vingtaine de personnes qui vont travailler dans cette cellule ne vont pas être ponctionnées sur d'autres services qui sont déjà très très sollicités. On espère aussi que cette cellule ne va pas être une nouvelle couche bureaucratique supplémentaire, quelque chose qui soit un effet de com. On parle de task force, c'est vrai que ça fait un peu anglo-saxon et qu'on se met dans le monde de l'antiterrorisme. Et puis, mais on en avait quand même besoin, Régis Le Sommier, de cette nouvelle structure. Face aux enjeux du terrorisme, ça a été rappelé. Oui, mais tous les dysfonctionnements qu'on a pu noter, notamment pour les attentats du 13 novembre, que c'était entre la BRI et le RAID, les différentes interventions qui ont eu lieu ou pas eu lieu, tous ces dysfonctionnements-là ne vont pas être traités au sein de cette cellule. La question de l'infiltration, ou en tout cas du renseignement sur les terroristes potentiels, ou en tout cas dans ces mouvances-là, c'est pas à ce niveau-là que ça va se jouer. Alors c'est certes quelque chose de rassurant pour la population, dans le
sens où le président prend les choses en main. Il y a l'exécutif qui met... Je ne dis pas qu'avec François Hollande, c'était pas le cas, mais il y avait peut-être une personnalité qui était un peu plus en retrait. Il semble qu'Emmanuel Macron a adopté une posture qu'on a appelée gaulo-mitterrandienne. Jupitérienne, je ne sais, voilà. Est-ce que il a réellement... Donc là, il veut prendre les choses en main. Ça, c'est rassurant. Je pense que c'est important de le faire. Mais au niveau de la lutte contre Daesh, on assiste quand même à des phénomènes totalement imprévisibles aujourd'hui. On discutait tout à l'heure du profil de celui qui a sauvagement agressé un policier hier. C'est extrêmement troublant de voir que quelqu'un comme celui-là, d'habitude, il y avait toujours des antécédents judiciaires énormes. C'était toujours, pour la plupart, de ce qu'on appelle des hybrides, c'est-à-dire des gens ayant eu affaire à la justice ou ayant fait de la prison, etc., s'étant radicalisés en prison ou dans une mouvance particulière. Là, on tombe sur un élève modèle, quelqu'un qui était très impliqué dans la vie universitaire et qui a travaillé comme journaliste pour des journaux gouvernementaux, pour un journal gouvernemental Al-Watan algérien, qui est laïque, quelqu'un qui avait manifesté des visions anti-islamistes, notamment étant algérien. Comment voulez-vous arriver à décerner que cette personne... C'est quand même très très dur. Donc tout ça me laisse penser quand même que... Je pense par exemple au pédigré de ceux qui ont frappé en Angleterre. Là, on a plus d'indices quand même. On a quand même... mais c'est de ce côté-là, c'est du côté de ce renseignement-là, de l'infiltration de ces communautés-là, qu'on pourra arriver à des résultats et arriver à les... Votre opinion, Driss Saïd Youssef, justement, sur ce nouveau centre national du contre-terrorisme. Ça va être composé d'environ 60 hommes et femmes qui vont devoir rassembler tous ces services, améliorer l'efficacité, la coordination. Quel doit être, selon vous aussi, le profil de ces hommes et de ces femmes qui vont faire partie de cette nouvelle structure? D'abord, chez moi, il y a une certaine forme de déception. J'ai beaucoup soutenu cette idée d'une task force, parce que je pense qu'il y en avait besoin, même si je disais que la formulation était malheureuse, mais l'idée était bonne. Et on se rend bien compte que dans le prolongement du rapport parlementaire excellent sur... le retour d'expérience, les attentats du mois de novembre, qui avait un besoin impératif de restructurer un certain nombre de services, de réflexion ou d'intervention. Et pour moi, les missions de ce centre sont, on attendra les décrets d'application, mais les missions de ce centre sont à peu près les mêmes que les missions du coordinateur national du renseignement. Et d'ailleurs, c'est la même personne qui pilotera ce centre que la personne qui pilotera le coordinateur. Ce qui est une bonne chose, mais en soi, les missions sont les mêmes. Donc le pilotage d'un certain nombre de services, je pense qu'on ne prend pas en compte un certain nombre de choses, notamment les cultures des différents services de renseignement. Vous en avez qui travaillent sur des enquêtes dites administratives, donc de police administrative, c'est-à-dire de vérification, et d'autres qui travaillent sur d'autres enquêtes en termes d'enquête judiciaire. Et donc, finalement, j'ai envie de dire que, quelquefois, la méconnaissance de ces deux univers ne permet pas forcément un vrai travail de collaboration. En revanche, ce qui est l'innovation particulière, j'ai envie de dire, dans le communiqué de presse, c'est l'institutionnalisation. J'ai plutôt tendance à parler de process entre ces différents services, parce qu'on le voit bien, la difficulté pour ces services, c'est d'échanger des informations. Ensuite, sur le profil, poser la question des individus qui vont demain rejoindre ce centre, on parle d'analystes. Je pense que c'est bien, parce que le président de la République, qui est censé effectivement donner des orientations politiques, doit s'appuyer à la fois sur... On a suffisamment d'experts aujourd'hui en France, des fonctionnaires, mais des analystes. Souligner cette crainte, bien qu'on... Ça dépend ce qu'on entend par le terme expert. Est-ce que c'est société civile ou uniquement des militaires et des fonctionnaires? Nous avons, oui, des fonctionnaires et des militaires qui font... On ne va pas déshabiller certains aussi services, c'est ça aussi le risque. Voilà, donc, et puis après il y a aussi des analystes et puis il y a aussi des élus qui font aussi un travail extraordinaire et qu'il faut aussi associer. Je rappelle que c'est aussi pour permettre au président de la République de prendre des décisions ou des orientations politiques. Alain Richard, peut-être vous souhaitiez rajouter... C'est-à-dire, je crois qu'il y a beaucoup d'observations qui ont été faites qui sont que la collecte, le repérage immédiat d'informations qui peuvent avoir un intérêt dans la lutte antiterroriste, elle est assez complète. C'est-à-dire que nous avons effectivement des capteurs qui sont en réalité 200 et quelques mille personnels, qui sont soit des personnels de police, soit des personnels de gendarmerie, soit des personnels d'autres services, qui peuvent rassembler des débuts d'informations. Et que le sujet, il est à l'intérieur de chaque service, qui a quand même son champ, son domaine de responsabilité, de trier entre cette masse d'informations et d'en tirer
Le terme Mais on a réaliste cette est bon. culture du renseignement en France, pour rebondir sur ce que vient de dire. Oui, bien sûr, oui. C'est des choses qui remontent à quand même quelques siècles. Hein. Et il y a de l'expérience. Simplement, du fait que c'est, comme vous le disiez, c'est très multiforme, je veux dire, les sources à partir desquelles on peut constater des informations préoccupantes sont tellement variées qu'il y a un problème de hiérarchisation. C'est-à-dire, qui est-ce qu'on va se mettre à surveiller, qui est-ce qu'on va classer comme potentiellement dangereux avec les conséquences, et qui, au fond, fait le retour d'analyse globale en disant ça veut dire que dans tel type de milieu, dans tel type de pratique religieuse, par exemple, ou dans tel type de ville ou de milieu géographique, on a plus de risques, et voilà les gens qu'il faut observer. Donc, et plus la relation avec la justice. Parce que, bon, là, le président de la République n'est pas le procureur général. Ouais. Mais est-ce qu'il faut créer un parquet national antiterroriste aussi, Alain Richard? Ça a été parfois abordé. Il existe. De fait. Non, moi, je veux bien qu'on rajoute des étiquettes aux étiquettes, mais enfin, le parquet national antiterroriste, c'est le parquet de Paris et il fonctionne, je peux vous dire. Il y a quand même dans la justice des choses qui n'ont pas fonctionné. On l'a vu avec, je parlais du type d'individus qui frappent sur notre territoire. Je le rappelle, qui sont à 99% des gens qui sont déjà passés dans la justice. C'est que trop souvent, on les a cantonnés à être dans des crimes de droit commun, en fait, sans voir nécessairement ou sans regarder l'angle de leur rapport avec le terrorisme, qui dans certains cas s'est avéré évident, ou en tout cas a commencé, je pense par exemple à Sami Amimour, qui était un des kamikazes du Bataclan, enfin des terroristes du Bataclan, l'un des leaders probablement de cette cellule, qui est un homme originaire de Drancy, qui avant de manifester une radicalisation au point de partir en Syrie, devait pointer à son commissariat tous les mois. Puis un jour, il a fait pression sur un juge à travers son avocat. On lui a dit écoutez, il cherche un emploi, il faudrait qu'il récupère ses papiers. Il a récupéré ses papiers, il est parti en Syrie. Donc c'était peut-être pas évident de se dire il va partir en Syrie, ça va devenir un des membres du commando, mais en tout cas là, voilà, et je pense qu'il y a une question, il y a une position où il faut considérer que je prenais l'exemple des juges, des magistrats italiens. Les magistrats italiens connaissent mieux ces aspects-là, puisqu'ils ont eu affaire à la mafia. Et la mafia, c'est toutes les couches de la société. Ça pénètre tout. C'est donc tout aussi évidemment, tentaculaire le terrorisme donc, ils sont et ses plus implications. formés. Aux États-Unis aussi, puisque le FBI a compris ces subtilités. En France, on avait trop tendance à cloisonner dans la justice, mais également dans les services. Le problème, c'est qu'on a fonctionné pendant des années en silo. C'est-à-dire que l'information remontait au chef et à la hiérarchie, et malheureusement, le temps que cette info passe à quelqu'un et qu'elle soit traitée et qu'on s'aperçoive que là, il y avait une entrée possible, et c'était trop tard, la personne avait disparu. Oui, moi je pense que à partir du moment où on est vraiment en guerre contre cette nouvelle forme du terrorisme qui évolue de mois en mois, car je rappelle qu'il y a quelques mois, on parlait de ceux qui avaient séjourné en Syrie, en Irak. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Depuis Nice, on voit des gens qui, par l'intermédiaire d'Internet, se sont radicalisés. Bon. Il y a une dimension qui me semble manquer, c'est la dimension locale et territoriale. Mon voisin disait tout à l'heure le rôle des collectivités territoriales. Nous avons été maires, je suis toujours maire. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, dans ma commune, dans le Val-de-Marne, toi aussi, oui, bien sûr, excuse-moi, j'ai eu l'occasion de faire 2 signalements successifs parce qu'il y a des choses que nous voyons, nous, et que les services de renseignement ne voient pas. Un jeune qui est très impliqué dans une équipe sportive et qui brusquement quitte cette équipe sportive sans aucune raison et dont on le voit réapparaître avec des attributs, barbe ou pas barbe du reste, mais volonté de s'adresser à d'autres jeunes avec des propos qui sont quand même très contrastés. Les maires, les services sociaux, j'allais presque dire les gardiens d'immeubles, j'allais presque dire les gestionnaires. Mais vous sentez démuni aujourd'hui, Christian sociaux. Cambon, face à ces signalements potentiels? Vous avez un référent à qui vous adressez? Mais moi, j'ai signalé au parquet. Et le parquet du Val-de-Marne est très opérant, mais je n'ai pas eu de véritable retour. Je n'ai pas le sentiment que les élus sont considérés comme des acteurs. Or, dans la guerre que nous allons mener maintenant, le terrorisme est partout. Et regardez la réaction des voisins. Les gens disent mais c'est sidérant, on n'imaginait pas. Il y a des signes qui peuvent être repérés, et notamment tous ceux qui agissent sur le tissu social doivent être concernés. Et il me semble que dans cette nouvelle coordination,
que nous approuvons bien évidemment, il faut tenir compte de cette relation-là. Parce que quand on parle de la création d'un parquet antiterroriste, c'est-à-dire que s'il y a parquet, c'est qu'il y a déjà infraction qui a été commise. Or, nous, on voudrait plutôt prévenir et faire en sorte que le type qui est sorti avec un marteau ait été identifié avant, ce qui pose du reste question d'un étudiant de 40 ans qui était logé à Cergy-Pontoise et qui étudiait à l'université de Metz. Drissa Aït Youssef. J'ai une petite observation d'abord sur le plan juridique, parce que ce qui est prévu, c'est cette capacité d'intervention. Je rappelle simplement que lorsqu'un attentat est commis, le procureur de la République est saisi dans le cadre d'une enquête de flagrance et que par conséquent, la séparation des pouvoirs interdit au président de la République de s'immiscer dans une affaire judiciaire. Donc il faudrait qu'on précise à un moment donné le contour un peu de cette intervention possible du président de la République avec cette task force. Ensuite, d'une manière un peu plus générale, ça m'amène à avoir une conclusion un peu plus générale sur finalement cette task force. Ce n'est pas avec une vraie politique du renseignement que nous arriverons à éradiquer définitivement cette menace terroriste. Les élus de proximité et les élus de terrain savent bien qu'aujourd'hui, le malheur qui nous guette, c'est celui d'une jeunesse, d'une génération sans repères, sans projet de vie, sans projet professionnel et qui quitte un territoire magnifique, la France, pour se rendre dans un théâtre d'opération terroriste extérieur, ou qui fait fi de toute valeur de la République pour commettre des attentats ignobles sur notre territoire. Et nous avons, de ce point de vue, avec nos amis européens, que ce soit d'ailleurs la Grande-Bretagne, les Belges, la même difficulté avec une jeunesse dont on dit qu'elle ne se sent pas, pour ce qui nous concerne, concernée par les affaires intérieures. Peut-être juste Le Sommier, et après je m'adresserai aux deux parlementaires sur ce plateau. Il y aura aussi des nouvelles lois sécuritaires, ça doit être présenté le 21 juin avec des mesures qui vont pérenniser certaines mesures exceptionnelles permises par l'état d'urgence. Comment voyez-vous ces dispositions, Régis Le Sommier? On a besoin aussi d'une nouvelle loi en plus d'une task force pour lutter contre le terrorisme? On a besoin d'une nouvelle loi. En tout cas, on a besoin que les lois qui ont été prises, en tout cas les mesures pendant l'état d'urgence, soit rentrent dans la loi, soit on continue. Mais on ne peut pas continuer ad vitam aeternam l'état d'urgence. C'est quelque chose, ça devient... soit on fait quelque chose et on modifie la loi, et on modifie notre attitude aussi par rapport à... moi, je m'en réfère... Enfin, les propos de Theresa May qui a dit si certaines lois qui défendent les droits de l'homme viennent contre la sécurité des Britanniques, nous passerons de ces lois. Donc il y a quand même la question, il y a toujours ce curseur entre la liberté des individus et le besoin et l'impératif de sécurité. Et ça, on va en discuter éternellement. Mais néanmoins, il semble quand même qu'il y ait une crise suffisamment grave aujourd'hui pour que ça mérite d'être notre arsenal de lois mérite d'être regardé à la loupe et qu'on n'en reste pas là. Alain Richard, vous êtes favorable à une nouvelle loi? On va encore arriver parce que malheureusement, pour mes péchés, j'ai déjà pas mal pratiqué ce genre de texte. On va encore voir arriver un texte avec au moins 15 articles. En réalité, il reste deux sujets qui permettent une meilleure action de prévention des attentats, des attaques, qui sont dans les textes de police administrative de l'état d'urgence et qui ne sont pas aujourd'hui dans la loi permanente. C'est la perquisition sans autorisation d'un juge, c'est-à-dire vous arrivez à 6h du matin, vous fouillez tout ce qu'il y a sans avoir prévenu la personne et sans être passé par d'avoir un avocat, etc. Et puis deuxièmement, l'assignation à résidence en disant « Monsieur, vous ne sortez pas du quartier X ou de la commune Y sans décision d'un juge ». Je pense que cette loi n'est pas possible. Elle sera censurée par le Conseil constitutionnel. Donc la finesse, va être de dire ces pouvoirs existent et ils sont accompagnés par un juge. C'est-à-dire que dans un délai X, qui sera très court, alors on va discuter pendant des jours de savoir si c'est 36 heures, 48 heures, etc., la décision est critiquée et vérifiée par un juge. C'est ça qu'on va faire. Christian Cambon. Oui. Bon, il va sûrement y avoir un texte, puisqu'effectivement, la volonté du président de la République est de transformer une partie des dispositions qui règlent l'état d'urgence en dispositions permanentes, de telle sorte que, comme vous le dites très justement, on ne dit pas en permanence dans l'état d'urgence, qui est quand même une notion assez particulière. En revanche, il me semble qu'il y a deux éléments qui manquent dans l'ensemble de ce dispositif. C'est d'une part la coordination européenne, parce qu'elle est encore en balbutiement. Je rappelle qu'au moment des attentats de Bruxelles, Mme Clinton était mieux renseignée de ce qui se passait en Belgique que les services français. Donc c'est quand même un véritable problème. Ça me semble très important. Il faut que les services de renseignement européens, là on pourrait justement, et le président Macron qui veut prendre des initiatives en termes européens,
peut demander l'institution d'une organisation qui permette des échanges beaucoup plus fructueux. On l'a vu encore avec les Italiens, on l'a vu avec les Anglais, etc. Et le deuxième point qui, me semble-t-il, va devoir faire l'objet de nos réflexions, c'est tout ce qui relève de la cybersécurité. Oui. Car Internet est quand même une source permanente de soucis et de graves difficultés avec des gens comme tel celui d'hier qui ont manifestement été convertis ou retournés par l'intermédiaire d'Internet. Or ça, ce ne sont plus des gens qui ont été à Raqqa et à Mossoul. Ils vivent parmi nous, ils sont à côté de nous. Et seul Internet est une explication. Il faut que les grands opérateurs, je pense à Google, etc., acceptent effectivement que sur le décryptage d'un certain nombre de messageries, les grands opérateurs téléphoniques, les grands opérateurs d'Internet agissent et que l'on prenne des décisions très fortes. Sans ça, ça continuera, car Internet dispense à chaque instant des milliards d'informations et il faut que les services de renseignement puissent aller regarder ceux qui sont soupçonnés. Eh bien, merci Christian Cambon, merci Alain Richard, merci à vous Driss Saïd Youssef, merci Régis Le Sommier. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat.